Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Ouais, c'est carrément un plagiat complet de Camille, notre animateur préféré, en tout cas pour certains, qui n'est pas là ce soir pour cause de maladie. Effectivement, il a la phobie de l'eau, il y en a un peu trop qui est tombé d'un coup, donc on lui souhaite un prompt rétablissement dans sa cure de désintox. On l'embrasse ou pas? Bon, il mérite. Ouais. Bon, alors laissez-moi vous présenter l'équipe que j'aurai pour m'accompagner tout au long de l'émission. On retrouve Oxens. Comment ça va, Oxens? Bonsoir à tous, ça va très très bien. Donc je vais continuer à te chouchouter vu que je remplace Camille, je suis obligé, c'est dans les quotas et tout. À la technique, on a Elliot qui a la coupe de cheveux d'Harry Bagé et comme Harry Bagé, ça tient impeccablement malgré l'humidité. Alors, est-ce de la cire, est-ce un manque d'hygiène? Je vous laisse me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Comment ça va, Elliot? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai pas la référence de ton bonhomme. Oh là là, la légende du TFC. Ouais, si, je l'ai. Entraîneur, joueur, dirigeant, commentateur, bref, on pourra en parler des heures. Et le meilleur pour la fin, Nathan? Merci. Comment ça va? De retour de blessure, voilà. C'est la même blessure que Camille? Apparemment, la même blessure que Camille, mais voilà, on revient en forme. C'est très contagieux l'hydrophobie, franchement. Faites gaffe chez vous. Allez, on a un gros programme qui nous attend aujourd'hui avec les dernières actus du TFC, le point mercato, le traditionnel point sur le centre de formation, la réserve et les féminines avec Nathan, comme d'habitude. Vous saurez tout sur notre prochain adversaire, le Pau FC, grâce à notre invité Guillaume Dreschler, qui est journaliste à France Bleu Berne Bigorre et qui commente les matchs du Pau FC, justement sur la radio, qui aura donc une expertise pour nous parler du Pau FC. Après la pause musicale, nos chroniqueurs vous inviteront à 3 petits débats et vous pourrez réagir en direct par téléphone en appelant Radio Occitania au 05 61 80 40 40. J'ai toujours rêvé de balancer un numéro de téléphone en direct, ça fait trop la sky roulette, tout ça. Ouais, on a les références qu'on mérite. Et pour terminer, Oxens nous a préparé un quiz. Et en parlant de références, on a Amaury qui dit: quand j'entends que des gens ne connaissent pas Harry Bagé, j'ai encore de l'espoir pour l'avenir. Et ça, c'est beau. Et il nous reste 55 minutes pour lui apprendre qui est Harry Bagé. Si vous avez des vidéos à nous conseiller, des vidéos YouTube pour apprendre qui est Harry Bagé à Elliot, surtout n'hésitez pas à nous balancer des liens. Des conférences de presse aussi, c'est sympa. Tiens, je le ferai un petit jingle comme ça, Nathan. Allez. In memoriam. Allez, vous pouvez donc aussi réagir en direct sur le Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur notre page FDM Foot, sur la vidéo, sur le Facebook Live. On est normalement, si ça fonctionne, en direct sur la Facebook Live de la feuille de match, sur Radio Occitania et sur Good Morning Toulouse. Et vous pouvez aussi nous contacter par message privé sur notre compte Instagram, la feuille de match. Ça va, c'est pas trop... Elliot, tu connais tous ces réseaux sociaux? C'est pas trop ringard pour toi? Ouais, je connais pas, Skyblog, non? Skyblog. On n'a pas de TikTok encore, faudrait laisser ça aux jeunes générations. Non, ouf, d'accord. Du calme. Maxence, il aime bien. Ok, ça va, on en parlera hors émission. Allez, j'espère que tu es prêt pour assurer pas faire du mauvais taf comme Mathis, qui n'est pas là à la technique, heureusement. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 137e émission. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez, on va commencer ce tour des news avec quelques actus fraîches, avec tout simplement la reprogrammation de TFC Nancy qui sera donc le mercredi 19 janvier à 19h sur beIN Sport 1. Donc déjà pour faire un petit point, oui, il n'y a pas eu de match hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu. Voilà, merci, n'hésitez pas à nous suivre Voilà. et à commenter en direct. Non, plus sérieusement, on a vu la communication du TFC, on a vu pas mal d'images, c'était assez impressionnant de voir, bon, c'était pas non plus des inondations folles, mais il y avait quand même de l'eau dans le virage, comme il faut. Ouais. Puis risque de crue de Garonne aussi sur l'île du Ramier, donc il y avait très peu de risques que ça déborde, mais bon, vaut mieux prévenir que se retrouver avec 5000 personnes bloquées au stade, donc bon. Et au final, ça a été la bonne décision. Oui, pour le coup, oui, ils ont bien anticipé pour le coup. Ça donne quoi niveau calendrier? Ça fait quand même une semaine, c'est chargé. Ça tombe entre le match de Pau le samedi et Versailles le samedi suivant du coup. Non, c'est Bastia. Bastia, pardon. Bastia d'abord et Versailles c'est le week-end d'après, c'est le dernier week-end de On le janvier. garde pour après, ça, on le garde pour après. Ouais, ça nous fait quand même du coup une semaine, un mois de janvier assez volumineux pour le coup. Et 19h mercredi, on a Henri Etienne qui nous dit quel horaire. C'est vrai. Bon. Et Il faut les caler les matchs. Donc. un autre truc que Elliot ne connaît pas, il a jamais vibré un mercredi à 18h45 pour la Coupe de la Ligue. Voilà, ça sera un petit clin d'œil à cette coupe partie beaucoup trop tôt. D'ailleurs, on verra peut-être que du coup, pour information, je ne sais pas si on en reparlera peut-être, toutes les personnes qui avaient déjà une place, les abonnés, auront bien sûr une place pour ce match-là.
Niveau de l'actualité, on en avait parlé déjà le mois dernier. Le violet du mois de décembre, c'est un concours qui est fait avec le TFC, son équipementier Kraft, pardon, dont le nom m'échappait. On avait Ratao, Nicolaisen, Van den Boomen et Naiwu qui étaient nommés. Et c'est Ratao qui a remporté le prix avec 55% des voix. Ça vous paraît logique, les gars? Surprenant aussi, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir devant. Après, voilà, il a fait quand même des bonnes apparitions, des bonnes fins de match. On a vu qu'il arrivait quand même à débloquer quelquefois le score, en ouvrant le score quand même à pas mal de reprises. Donc, ouais, ça a été peut-être l'homme du mois de décembre. On a eu plein de débats sur lui. On se demandait si on voyait quand même certaines qualités techniques, mais on voyait des fois qu'il y avait dans son jeu peut-être plus de simplicité à avoir. Mais après, c'est mérité. On voit qu'il s'est quand même très bien adapté, qu'il aura son mot à dire en seconde partie de saison, puisqu'il connaîtra encore plus le championnat. Donc, c'est bien pour lui. Ça va le mettre en confiance aussi, de voir que son travail paye. Oxan, c'est d'accord? Ouais, parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a fait une série de 4 matchs avec un but à chaque fois. C'est ça. C'est mérité, quoi. Les stats qui étaient annoncées par le TFC, c'est donc 3 buts, 8 tirs, 5 cadrés en 211 minutes pour ce mois de décembre. C'est quand même, c'est quand même propre. De toute façon, vous aurez voté pour qui sinon? Au VDB, je pense. Ouais. Tous les mois, on vote pour lui. Enfin, personnellement, après ça vient de changer aussi, mais voilà, par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Après, voilà, il y a eu quand même Onaiwu qui mine de rien, s'est fait pas mal descendre et qui a fait une fin de première moitié de saison plutôt correcte, on va dire dans l'implication, au niveau du collectif, et puis avec son match en Coupe de France où il met un doublé. Donc, tous ont eu leur mot à dire. Donc, je pense que c'est quand même parlant de ce qui s'est passé avec Nicolas Hyssen aussi, qui s'est un peu plus imposé au niveau défensif, où c'était un peu plus une valeur sûre. Donc, je pense que c'est quand même logique de voir ces noms-là revenir. Après, c'est quand même plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aussi le genre de trophée qui met plus en valeur une progression, une énorme perf que la régularité. Parce que peut-être que Van den Boomen est toujours meilleur que ces 3 autres, ou même le reste de l'équipe, mais au final, ce qu'on met en avant, c'est les tops, ou enfin les fulgurants sur le dernier mois, quoi. Ouais, mais ça me semble logique. Ouais. Je suis en train de regarder la liste. J'avoue que les 4 méritent leur place. Et je suis assez d'accord avec la victoire de Ratao. J'avoue que parmi les 4, c'est peut-être celui qui s'est un peu plus démarqué, justement, par sa régularité. Et grâce aux 5 coups du sombrero contre Rodez. Peut-être. Ça y a joué aussi. Voilà, on embrasse Camille qui n'aime pas ce genre de profil qui lui, c'est l'Auvergnat, lui, le vrai, quoi. Qui met les tampons. Oui, puis il paye pas une seule fois l'apéro ni les cafés, donc c'est l'Auvergnat. Il aime l'apéro, apparemment, Ratao. Allez, on va enchaîner d'un apéro à un autre. On va parler du mercato avec toi, Oxens, avec les départs, les arrivées. On en a eu pas mal d'actualités. Fais-nous rêver, vas-y. Exactement, on a quand même un peu de mouvement. Fais-nous voyager. Je vais commencer avec l'arrivée de Junior Flemings. C'était acté. Le TFC a signé sa première recrue hivernale avec Junior Flemings. L'ailier gauche jamaïcain de 25 ans portera le numéro 20. Et je ne vais pas m'épancher un peu plus sur le sujet parce que ça va être le sujet du débat d'Eliott en seconde partie. Exactement. D'accord. Donc on n'a rien à dire. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations sur ce joueur, restez en deuxième partie surtout. Exactement. Ça, c'est du teasing. Ça va être un mec qui connaît pas Ribagé qui va nous expliquer qui est Flemings. Ça risque d'être pas mal. Ouais. Zéro crédibilité. Alors surtout, pendant que Elliott fera sa chronique sur Fleming, lisez sa bio Wikipédia et regardez les similitudes. Vous pouvez surligner un jaune, je pense qu'il va être sur du niveau plagiat 80-90% sûrement. D'autres actus mercato? Ouais, je vais enchaîner avec la situation de Gabrielsen et Rogel. Rogel, je sais pas comment on dit. Rogel. Toi, tu l'auras ton bac d'espagnol. Agustin. Il fait allemand, c'est sur lui. Non, même pas espagnol en plus. Puisque les deux défenseurs centraux, pardon. Les deux défenseurs centraux. Tu fais Camille aussi comme LV, toi. On l'embrasse. Les deux défenseurs centraux, sont de retour à Toulouse, mais ne devraient pas s'éterniser. Pas forcément désirés et trop chers pour le club, les deux sont amenés à trouver une porte de sortie très rapidement. Rogel s'apprête à partir en prêt à Estudiantes, le club où il était déjà prêté, tandis que Gabrielsen est cité en Ligue 1 avec par exemple des rumeurs à Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pour Gabrielsen, c'est pas surprenant. On sait quand même qu'il y a un niveau Ligue 1, puis Comboiré l'a connu aussi à cette époque-là, donc peut-être qu'il veut avoir. C'est le profil type, hein, c'est un palois où tu mets des tampons et tu mets des coups de pied devant. Donc pourquoi pas, hein, mais après c'est bête à dire, mais tant que ça débarrasse, au final. Parce qu'il est clairement indésirable, il y a clairement une masse salariale qui est trop élevée pour le club. Donc on s'en fiche un peu à destination tant qu'il part. Après, pour lui, c'est bien qu'il aille là, clairement.
À titre individuel, à titre personnel, c'est bien qu'il aille là. Ouais, parce que si je me trompe pas, il a 30 ans, il a quand même encore des choses à prouver, quoi. Oui, puis au final, il a une expérience Ligue 1, c'est ce qu'on demande. Après, c'est surprenant parce que Nantes n'est pas forcément dans une situation de mal classé où il leur faut du monde. C'est quand même une équipe qui peut même peut-être jouer l'Europe, même si le championnat est quand même très serré. Donc oui, pourquoi pas. Ouais. Allez, je vais terminer du coup avec le premier départ du TFC, puisque Toulouse enregistre son premier départ après la résiliation du contrat de Stéphane Zobo. Arrivé au club en 2018, le frère de Steve Mboué quitte Toulouse après seulement 5 petites apparitions en pro. Il s'est engagé aujourd'hui avec Béziers en National 2. Et un but contre Pau en amical. Peut-être, ouais. Je pense que c'était On y ça. était. C'était le match qu'on avait été voir. Je crois, ouais, 3-3. Et, bon, quelques-uns en réserve aussi, mais il a quand même tiré son épingle du jeu. Bah, c'est triste pour lui quand même. Hein. Ouais, triste qu'il ait jamais eu sa chance. Après, est-ce qu'il avait le niveau par rapport aux joueurs qu'on a devant, je suis pas certain. Ça reste quand même un profil particulier. Puis devant, on a quand même il est indéboulonnable. Derrière, on en parle souvent, mais si c'est pas lui, c'est Ado qui a le rôle du 9 en puissance. Donc, oui, ça restait compliqué pour lui. Même en coupe, on l'a jamais vu. Hein. On l'a jamais vu. Il a jamais eu de temps de jeu pour prouver ce qu'il avait. Donc, voilà, je pense pas qu'il avait forcément le niveau Ligue 2. Ça se voit. Voilà, il rebondit dans un club de N2. Mine de rien, c'est un niveau de plus que la réserve. Hein. Donc, voilà, il va connaître une division supérieure. Donc, voilà, c'est pas forcément de déception parce que personnellement, j'ai jamais eu trop d'attentes envers lui. Je m'attendais jamais à le voir percer au plus haut niveau avec les pros. Donc, bonne route à lui. Puis voilà, j'espère qu'il va claquer quelques buts à Béziers. Un départ logique, quoi. Oui, puis c'est bien pour lui au final, comme on disait. Il aurait pu tomber pire que ça. Puis Béziers fait partie quand même d'une équipe qui était nationale il n'y a pas si longtemps. Peut-être remonter ou peut-être on voit des joueurs qui passent pro sur le tard ou qui arrivent à jongler entre la nationale et la Ligue 2. Puis au final, est-ce que le but pour tous ces gens-là, c'est pas déjà de vivre de leur passion? Là, logiquement, Béziers N2, il peut réussir à sortir, même peut-être avoir un contrat fédéral plus tard. Donc, t'as mis pour lui, tout simplement. Bon courage. Voilà, on l'embrasse, il nous écoute. Petit mot aussi sur on va passer, merci pour ce point mercato, on va passer sur l'inversion de l'affiche Versailles TFC en Coupe de France. Vous avez sûrement entendu parler, donc ce 8e de finale donc se jouera le samedi 26 février à 16h15 au Stadium et sur Eurosport 2, donc diffusé en même temps que Nancy Amiens, pour ceux qui nous suivent et qui adorent les retransmissions Eurosport qui sont... Voilà. Eurosport Player peut-être aussi. Aussi, ouais, mais évitez, il ne faut pas le dire. C'est pas... Enfin... Donc l'inversion, le match devait se jouer à Versailles, sauf qu'il y a des soucis. Vous avez vu les articles comme quoi le roi Louis XIV a empêché ce match-là. Donc en fait, c'est ce qui n'a pas d'éclairage sur le stade, vu qu'il est à moins de 5 km autour d'un bâtiment UNESCO. Et donc le souci, c'était pas l'éclairage, la lumière en tant que telle, c'était la hauteur des mâts. Donc ils ne peuvent pas installer des mâts de cette hauteur-là, sinon il y a une vue directe depuis le château de Versailles. Donc ils n'ont pas d'éclairage, donc ils n'ont pas pu décaler le match plus tôt en cause des diffuseurs télé. Donc la seule solution était inverser le sens de l'affiche parce que c'était trop compliqué aussi de délocaliser le match dans d'autres villes de banlieue à proximité de Versailles. Donc ça fera un match de plus au Stadium, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis original aussi de voir une équipe de ce niveau-là jouer au Stadium aussi. Bon, après on l'a vu pas mal de fois cette année, hein, avec Vitré face à Nantes, Marseille contre Canet-Rocheville. Et bon, ça fait toujours sympa de voir du foot amateur aussi. Bon, on en a vu pas mal d'années au Stadium du foot amateur, mais non, mais bon, au final tout le monde en est content, j'ai l'impression, de cette inversion d'affiche. Voilà, je pense que Versailles aurait préféré quand même jouer à domicile, mais tout le monde s'arrange comme ça, donc ça nous fera un match de plus à voir. Et puis mine de rien, il y a quand même un piège aussi à jouer à Versailles, à jouer à l'extérieur, donc à domicile, normalement, on devrait avoir un pied en quart s'il n'y a pas d'accro, quoi. Ouais, vas-y. Après, ouais, malgré la jauge, je pense que ça va leur faire une belle expérience. Hein. Ça, jouer dans un stade de 33 000 places, pour un footballeur, ça doit être la classe quand même. C'est toujours plaisant. Surtout, je crois que le stade il faisait 7 000 places de mémoire, donc je ne sais pas si ils ont eu cette affluence-là. C'est un club on en reparlera sûrement, mais qui est en restructuration. Il y a eu un gros investissement. Je crois qu'ils ont quintuplé le budget en quelques années pour vraiment avoir un objectif de montée. Je crois qu'ils viennent de monter de N3. Ils sont déjà dans les gros standards pour la montée nationale du coup. Non, ça peut être intéressant. Après, j'espère qu'il y aura un effort du TFC niveau billetterie et tout. Déjà que les pauvres, ils se font avoir en ne recevant pas. Donc, on verra bien. Je crois qu'on a fait le tour de ces petites actus. On va pouvoir passer au bilan centre de formation féminine
pendant que Nathan est en train d'écrire un commentaire, puisque c'est lui qui est derrière les réseaux ce soir. Donc n'hésitez pas à réagir sur le Facebook Live si vous avez des questions. On essaye de... Il y a quelques réactions d'ailleurs. Oui, il y a quelques réactions. Ouais. Les gens qui disent que quand même c'est un scandale et que on aurait pu accueillir, les clubs de région parisienne auraient pu accueillir Versailles, puisque c'est quand même le petit poussé, donc ils méritaient d'avoir le soutien de leur public, mais voilà, dans l'ensemble, on est quand même content du tirage au stadium. Donc on va faire le bilan du coup du centre de formation. Donc on rappelle ce week-end, la N3 ne jouait pas, les U19 et les U17 non plus. Non. Les féminines qui étaient sur le pont, donc on va parler d'elles plus tard. Alors la réserve, elle va reprendre le championnat avec la réception de Alès. Les U17, ils recevront Montpellier ce week-end et les U19 se déplaceront à Ajaccio. On va parler des féminines. Donc malheureusement, l'équipe 1 a été éliminée en 16e de finale de la Coupe de France. Donc après avoir ouvert le score dans les premières minutes, c'est finalement sur un match nul que les deux équipes, donc Yzeure et le TFC, se sont séparées donc un partout, et elles ont gagné au tir au but les joueuses de Yzeure. Donc voilà, la fin de l'aventure en Coupe de France s'arrête là. Elles peuvent se focaliser maintenant pleinement sur la montée en D2 qui semble quand même jouable. Alors, c'est l'objectif de la fin de saison du coup maintenant, vu qu'il n'y a plus que la coupe de toute façon. Exactement. Donc en plus elles sont bien parties, mais bon. Puis elles ont tenu tête quand même à une équipe de D2 en faisant match nul, donc quand même c'était une bonne chose. Et elles reprennent donc le championnat sur la pelouse du Critorien FC, donc ce week-end pour une autre victoire, on l'espère. J'attendais que tu me dises où c'est. Critorien, je sais pas, l'Ariège. C'est ça, la tour du Crieux, je crois c'est. Ah, c'est ça? Ah oui, bien joué. Oui, c'est Ariège, bien joué, ouais. D'accord. Je pensais que j'allais te piéger ou quoi, et même pas. J'ai eu l'impression. Il y en a qui bossent ici, c'est préparé tout ça. Ouais. Oui, il y en a qui habitent pas loin de la tour du Crieux. On les embrasse, ils sont 4. On va terminer avec les U19. Donc elles avaient fini la phase régionale, première de leur poule avec 25 points devant notamment l'OM avec 6 points d'avance. Et elles ont donc connu leur groupe élite, la phase élite, et notamment avec des clubs comme Nantes, Lyon et le PSG. Gros morceau. Pour les U19. Donc en plus on connaît la formation lyonnaise et la formation du PSG. Donc c'est vrai que ça va être bien de se tester face à ce genre de club-là. Donc c'est un calendrier qui va s'étaler du mois de janvier au mois de mai. Donc avec des phases aller et retour. Donc ça va être quand même intéressant de pouvoir jauger le niveau face à des centres de formation quand même reconnus nationalement. Ouais, surtout ça fera une première expérience pour ces joueuses-là qui sûrement taperont à la porte du TFC qui sera peut-être déjà monté en D2, enfin de l'équipe 1. Exactement. Donc du coup ils auront déjà une connaissance du haut niveau. C'est une très très bonne nouvelle. Mais merci Nathan pour ce tour de l'actualité de nos autres équipes du TFC. On va pouvoir passer maintenant à la présentation de TFC Pau. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Et pour cette présentation de TFC Pau qui aura lieu ce samedi au Stadium à 19h, nous recevons Guillaume Dreschler qui est journaliste à France Bleu Béarn Bigorre. Bonsoir, est-ce que tu nous entends? Bonsoir à toutes et à tous. Mais merci d'être avec nous en direct. Déjà en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton rôle à France Bleu? Bien écoutez, je suis journaliste pigiste pour le groupe Radio France. Je commente France Bleu, je commente le Pau FC pour France Bleu Béarn Bigorre depuis cette saison. Je fais tous les matchs à l'extérieur, pas mal de matchs à domicile. Je commente aussi du rugby, du football pour les antennes de Radio France. Je devais être à Ernest Vallon dimanche soir pour France Info pour faire Toulouse et Machère, pour reporter, ça sera pour une prochaine fois. Et puis j'ai déjà commenté des matchs aussi pour vos confrères de France Bleu Occitanie, les matchs du Stade Toulousain, les matchs du Castres Olympique aussi à l'époque. Donc je connais bien la région et avant ça j'ai fait une école de journalisme en alternance à Radio France. Voilà comment je suis rentré. Et puis j'ai commencé aussi avec les radios associatives, notamment à Bordeaux. J'ai été à Radio Campus à Bordeaux où j'étais étudiant avant de partir en école de journalisme. J'écrivais des articles aussi. Le parcours plutôt classique du passionné de sport qui commence par des petits articles, on commence dans des radios associatives pour ensuite grimper les échelons, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, c'est gentil, il y a peut-être un ou deux qui arriveront à faire de même par ici. On espère. Hein. Tu seras là toi samedi pour le match du coup pour France Bleu? Oui, je serai là pour France Bleu Béarn Bigorre. On va commenter le match en direct et en intégralité, en espérant que
le parvis du stade soit dégagé de l'eau qu'il y avait lundi. Voilà. Mais j'espère que ça va le faire. Du coup, on est avec toi ce soir pour, vu que tu connais pas mal l'équipe de Pau déjà, on est à la mi-saison. Comment tu juges de ce début de saison du Pau FC? Déjà, c'est un début de saison qui est plus qu'encourageant. Une première partie de saison plus qu'encourageante. Ils ont beaucoup plus de points à la mi-saison qu'ils ne l'avaient il y a un an. Il y a un an, jour pour jour. Il faut savoir que le Pau FC, après la première partie de saison, la saison dernière, il n'avait que 14 points. Ils étaient largement dernier de Ligue 2. Et ils ont fait une deuxième phase. Ils ont terminé en trombe pour se maintenir en Ligue 2 dans les toutes dernières journées. Ils ont pris 30 points sur la phase retour la saison dernière, top 5 de Ligue 2 sur la deuxième partie de saison. Et ils ont commencé finalement la première partie de saison là, en 2021, en juillet ou septembre, sur les mêmes bases, en étant pratiquement aux portes du top 5 de la Ligue 2 avant de connaître un petit essoufflement en novembre-décembre. Oui, parce que là, tu parles un peu du parcours et du fait que l'an dernier, ça a été un peu plus compliqué, mais qu'il y a une année 2021 assez exceptionnelle. C'était quoi les ambitions de base du club pour cette saison? Le maintien, tout simplement. À Pau, on parle du maintien, on ne parle pas d'autre chose. Même quand le club, après 10 journées de championnat, était vraiment aux portes du top 5, il a même été 5e le temps d'une journée, il me semble. Du côté de Didier Tolo, le discours n'a jamais changé. Ça a été le maintien. Quoi qu'il arrive, on est l'un, voire le plus petit budget de Ligue 2. Et ça, on nous le rappelle bien. C'est-à-dire que dans le discours, on ne fanfaronne pas. Même là, en ayant regagné la 8e place du classement après la victoire contre Rodez 4-0 samedi soir, du côté de Didier Tolo, non, on n'oublie pas. Le maintien, c'est l'objectif prioritaire. On verra bien dans les dernières journées de championnat s'il y a quelque chose d'autre à aller chercher, mais c'est le maintien avant tout. Et puis de toute façon, la réalité du classement vous ramène l'objectif du maintien. Vous avez beau être 8e là du classement à l'heure où on parle du côté de Pau, vous n'êtes pas si loin que ça de la 18e place. Je n'ai pas le classement sous les yeux. Il y a 6 doit points. y avoir 7 ou 8 points. Quoi. Là, il y a 6 points d'avance sur le barragiste, si je ne me trompe pas, et 9 de retard sur le 5e, du coup, qui est dernier barragiste pour la montée, pour resituer un peu le classement. Exactement. Donc vous avez en 6 points, vous avez une dizaine d'équipes. On est sur les mêmes bases que la saison dernière, où il me semble qu'à la fin du championnat, en fin de saison dernière, il devait y avoir 3 points d'écart, 4 points d'écart à peine entre le 18e et le 11e. Donc un top 10 serait une superbe victoire pour Pau en finale, si on fait le bilan. Oui. Et puis ça correspondrait assez bien à ce que nous montre Pau depuis le début de saison. C'est une équipe qui est plutôt attractive. Et ils ont eu, j'ai dit, un petit coup de mou en novembre-décembre, mais pour moi c'était un petit manque de fraîcheur aussi qu'il y a eu à un moment donné, dû peut-être à un effectif qui est peut-être pas aussi fourni qu'un TFC par exemple, mais qui est assez qualitatif avec des recrues qui ont été au niveau. Et quelques blessés aussi qui se sont rajoutés entre blessés et suspendus en novembre et en décembre. Ouais, moi je vais réagir. Pau, c'est une équipe que j'avais trouvée vachement attractive l'an dernier. Il y avait eu vraiment un avant la trêve et un après la trêve. Je me souviens, on avait gagné 3-0 avant la trêve chez vous. Et on sentait une facilité dans l'effectif toulousain. Puis le retour avait été totalement différent. On avait senti une équipe totalement transformée, quoi, avec des joueurs hyper intelligents aussi. Je pense à Victor Lobry, qui au milieu de terrain a quand même qui est quand même supérieur, et on sent qu'il a une intelligence de jeu aussi assez élevée. Donc moi, c'est une équipe. Il va falloir en profiter de Victor Lobry à Pau parce qu'il va pas rester longtemps. Ouais. Donc c'est vraiment une équipe, en seconde moitié de saison qui fait plaisir. On l'a vu encore cette année, avec le budget que vous avez, puis on sent que ça travaille bien, quoi, avec le nouveau stade. On sent qu'il y a une politique sportive qui est mise en place. Si je ne dis pas de bêtises, après je dis ça avec mon regard extérieur depuis Toulouse. Mais ça semble bien travaillé. Et pour moi, c'est typiquement si ça pérennise, le bon club de Ligue 2, quoi, le club qui peut pérenniser longtemps dans ce championnat. Et c'est pour dire juste que ça travaille bien, et que c'est un match que j'apprends un peu, parce que je me souviens de l'an dernier où c'est quasiment le match qui nous coûte la montée. Et oui, ça, les Toulousains s'en sont souvenus quand ils sont venus à Pau lors de la 3e journée. Ils l'avaient en travers de la gorge encore. C'était
dans les discours, on sentait qu'il y avait une certaine revanche à prendre, parce que si je ne me trompe pas, vous loupez la deuxième place, notamment avec ces points perdus contre Pau à 3 journées de la fin, je crois. On est à 3 journées de la fin Oui, quand il y a c'est ça, c'est un match en retard, je crois. C'était un match en retard, je sais plus, une semaine. 35e journée, oui. comme ça. Ouais. Je me fais... donc voilà, et le match aller en première partie de saison, là, 3e journée, il a été très serré. Hein. Victoire 1 but à 0, alors je me suis remis ça dans la tête tout à l'heure, c'est De Jagereux qui avait marqué. Ça avait été très serré, et très franchement, je pense que ça va être tout aussi serré. Enfin, je dis ça, je suis pas devin. Mais d'après ce que m'a montré Pau samedi dernier contre Rodez, très franchement, notamment la deuxième mi-temps, si ça joue pareil, si ça joue, et j'insiste bien, avec le même système de jeu, parce que pour la première fois, Didier Tolo a changé son système de jeu pour la première fois de la saison. Il était vraiment, c'était un 4-2-3-1 immuable. Et là, on est passé dans un 3-5-2 qui a beaucoup gêné Rodez, plus tactique qui a beaucoup gêné Rodez. Laurent Peyrelade, l'entraîneur, en a parlé. Il a été surpris, il a avoué que ça l'a vraiment embêté, ce changement de tactique. Pour moi, c'est le système de jeu qui correspond le mieux au Pau FC. Et si ça reste comme ça, pour moi, ça fait vraiment gêner Toulouse le samedi soir, même si l'avantage qu'auraient pu avoir les Palois en ayant ce match le lundi soir pour les Toulousains, il est perdu du fait du match reporté, avec donc il y aurait eu 2 jours de repos en moins pour les Toulousains par rapport aux Palois. Je pense que voilà, ça va peut-être un peu plus avantager les Toulousains qui auront un peu plus de temps pour préparer ce match. Mais je reviens sur ce qu'on disait au début. Oui, du côté de Pau, ça travaille bien, ça travaille sereinement. Le nouveau stade a été livré en seconde partie de saison dernière, en début d'année 2021. C'est un stade qui est vraiment pas trop grand. C'est pile à la taille. D'ailleurs, ça permet à Pau de ne pas avoir de jauge, de ne pas être embêté par la jauge des 5000. Au moins, ils sont tranquilles du côté de Pau. C'est un stade qui correspond très bien au club de Pau, assez petit. Chaque match, vous avez 2500, 3000 personnes. Et ça va très bien. Vous avez l'impression que le stade est plein, c'est à peu près ça. Et voilà, on a cette atmosphère paloise, béarnaise, qu'on retrouve aussi au rugby, avec le public qui est assez proche des joueurs. Ça fait penser un peu au stade du Pays Basque en Espagne. C'est un peu le même charme, je trouve. Oui. Un peu stade à l'anglaise. Hein, voilà, pour ceux qui jouent un peu à Football Manager, quand vous construisez vos stades au début, voilà, vous avez ces petits stades là dans les divisions inférieures. Les tribunes ne sont pas trop hautes, sont plutôt proches du terrain. Voilà, c'est à peu près ça pour vous imaginer avec 2 tribunes de face. Justement, on parle de la structure de Pau. C'est un jeune club professionnel après des années dans l'antichambre du monde pro. Est-ce que l'objectif du club est d'aller un jour en Ligue 1 ou juste de devenir une référence en Ligue 2, comme on a parlé un petit peu avec Nathan? Alors, c'est très marrant parce que cette discussion-là, j'ai eu avec des confrères palois samedi soir, où on s'est remémoré un petit peu la montée paloise en quelques années seulement de la Nationale 2, à l'ancienne CFA, la Nationale 2, à la Ligue 2. Quand Pau était monté de Nationale 2 à Nationale, le président Bernard Laporte-Fray, qui n'a rien à voir avec Bernard Laporte, voilà, la parenthèse est fermée, le président avait dit l'objectif Ligue 2, il est dans objectif 4 à 5 ans. On voit plutôt à moyen terme, 4 à 5 ans. Et puis au final, Pau est monté est monté très rapidement. Il n'y a même pas eu le temps de s'habituer au national que Pau est monté en Ligue 2. Donc le gap est un peu plus important quand même entre la Ligue 2 et la Ligue 1, contre la nationale et la Ligue 2. Mais si ça continue à bien travailler, si Didier Tolo reste en place, parce que Didier Tolo a eu des touches avec des clubs de Ligue 1, son bon travail a quand même titillé quelques clubs de Ligue 1. Saint-Etienne notamment, lorsqu'il a fallu remplacer Claude Puel. On en a parlé aussi notamment du côté des Girondins de Bordeaux. Si Vladimir Petkovic vient à sauter, le nom de Didier Tolo a commencé à circuler. Donc si Didier Tolo reste en place du côté du Pau FC, c'est un mec qui, on le voit, ramène beaucoup les pieds sur terre avec sa voix grave. Si vous l'avez déjà entendu, Didier Tolo, on a l'impression qu'il a pété 4 cordes vocales par match quand il vous parle après un match. Il remet tout le monde en place. C'est lui qui tient en main le sportif du club et c'est très bien comme ça.
Et voilà, s'il continue à bien travailler, si ça se structure bien, si au niveau du recrutement, on arrive à bien garder les joueurs, si on arrive à aussi compenser les départs, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez des joueurs qui tapent dans l'œil des clubs de Ligue 1 ou de gros clubs de Ligue 2, je pense à Victor Lobry part en fin de saison et il est bien remplacé. Si tout ça continue à bien s'emboîter, on peut, pourquoi pas, dans un premier temps, viser les playoffs d'accession. Ça déjà, le top 5, le playoff d'accession, ce sera le premier réel objectif des Palois s'ils veulent se structurer au-delà du simple maintien en Ligue 2. Justement, tu parlais si vous étiez amené à perdre des joueurs importants, comme on a cité Lobry par exemple. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur un centre de formation avec un vivier de jeunes? Pas trop pour l'instant. Il faut être honnête, la réserve est en Régionale 1. Le gap est très important entre la Régionale 1 et la Ligue 2. Vous avez quelques jeunes qui tapent à la porte, mais encore par Didier Tolo. Je pense à Charlie Keita, attaquant ivoirien de 22 ans, réserve, qui avait intégré le groupe pro au mois d'octobre, novembre, et il avait marqué un but contre Quevilly-Rouen, c'était l'avant-dernier match à domicile au mois de décembre. Et en fait, il avait un contrat sport et pas un contrat pro, et du coup Sedan l'a repéré, et cet hiver il a signé à Sedan un contrat professionnel. Et derrière, vous n'avez aucun joueur jeune qui tape vraiment aux portes du groupe pro. Vous avez Louis Bury, Paul Méliand, vous avez le capitaine de la réserve Hugo Morales, formé à Montpellier, qui est arrivé cet été après avoir joué les années des U19, qui est arrivé dans le groupe réserve, mais tout ça c'est en Régional 1. Vous n'avez pas de réserve en National 2 qui vous permet d'avoir un gap qui se réduit et d'avoir des jeunes qui peuvent vraiment, s'ils surperforment ou s'ils performent tout court en National 2, peuvent taper aux portes du groupe première. Là, le gap est un peu trop important, mais on sent la volonté chez Didier Tolo de donner la chance aux jeunes qui, lorsqu'ils le peuvent vraiment intégrer le groupe professionnel pour leur montrer tout simplement ce que c'est la vie en Ligue 2. Aujourd'hui, dans cette équipe du Pau FC, quelles sont les forces niveau sportif? Quel est le point fort de ce Pau FC? Les ambitions de jeu. Je dirais que c'est les ambitions de jeu. On a parlé de la saison dernière, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça me revient. Que ce soit quand Pau était dernier avec beaucoup de points de retard, ou lorsque Pau a commencé sa remontada en deuxième partie de saison la saison dernière, l'entraîneur Didier Tolo, il n'a pas changé son leitmotiv. C'est on ne s'en sortira que par le jeu. Il n'a jamais dévié de ça, et il n'a jamais dévié de ça même lorsque le groupe était un peu en difficulté au mois de décembre. On ne s'en sortira que par le jeu. Mais par contre, au mois de décembre, Didier Tolo a commencé à dire jouer c'est bien, mais jouer pour jouer, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est jouer pour gagner. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a changé son 4-2-3 pour un 3-5-2 lors du match contre Rodez le samedi. Mais les ambitions de jeu restent les mêmes. C'est un pressing haut, c'est la volonté. Quel que soit l'adversaire ou pas forcément? Quel que soit l'adversaire, vraiment. C'est-à-dire que quand on a joué Toulouse, c'était les mêmes ambitions de jeu en première partie de saison. On a vu une équipe qui a tenté de relancer court, qui a tenté de ne pas trop chercher la verticalité, en tout cas chercher la verticalité mais dans les pieds, non pas avec de grands ballons vers l'avant en profondeur par-dessus la défense pour avoir un jeu, comme on dirait en rugby, un jeu de dépossession un peu en cherchant le camp adverse et l'occupation du terrain. Voilà. C'est plutôt dans la possession de balle, mais on cherche à avancer les ballons au pied. Et puis avec Victor Lobry dans ce rôle d'électron libre au milieu de terrain en meneur de jeu, qui décroche beaucoup et qui pour moi avec ce 3-5-2 qui a été mis en place samedi soir est vraiment dans un rôle idéal où il peut faire ce qu'il veut. Et du coup, quelles seraient plutôt les faiblesses de cette équipe? Il n'y a pas de faiblesse au Pau FC. Pourquoi vous parlez de faiblesse? Non. C'est pour un ami qui entraîne au TFC. On parle du même, non? C'est ça? Oui. La faiblesse, elle a été pour moi... Elle a été un peu défensive. Parce que finalement, quand vous avez c'est aussi le contre-coup de votre envie de jouer vers l'avant. C'est-à-dire que quand tout le monde est devant, notamment les latéraux, derrière, vous pouvez profiter du déséquilibre. Vous savez, ce fameux déséquilibre qu'on recherche beaucoup dans le football moderne,
C'est un peu ça. Vous avez les latéraux qui sont vers l'avant, vous avez un seul milieu de terrain défensif qui reste en position d'occupation, en position de possession du ballon. Donc le déséquilibre va être une faille à exploiter du côté des adversaires de Pau. Et pour moi, il y a aussi une faille qui était peut-être pas dans la bouche de Didier Tolo, mais que j'ai beaucoup vu, c'est l'utilisation de l'avant-centre. Où en fait, en première partie de saison, alors le meilleur buteur est à 5 buts depuis le début de saison, c'est Ebenezer à 6 fois. Et c'est aussi Victor Lobry qui a marqué son 5e but samedi contre Rodez. Et je trouvais que la relation avec l'avant-centre n'était pas assez performante. On n'arrivait pas assez à le trouver, on n'arrivait pas assez à jouer en soutien. Et là, samedi contre Rodez, pour la première fois depuis le début de saison, j'ai trouvé une vraie relation entre le milieu de terrain et l'avant-centre. Et je dirais même les avant-centres, parce que Didier Tolo, dans son 3-5-2, a mis 2 avant-centres. Samuel Essendé, qui est la grosse surprise, parce que lui est arrivé cet été, en provenance d'Avranches. Mais Samuel Essendé, et qui avait marqué 10 buts la saison dernière en National 1, il a vraiment été trouvé en pivot. C'est un mec d'un mètre 95. Vous voyez, ce grand gaillard, un peu un profil à la Hugo Bonnet du côté de Rodez, et du côté de Rodez exactement. Et Samuel Essendé, on a vraiment pu le trouver. Il a vraiment été efficace dans cette position de pivot, parce que finalement il avait des joueurs autour de lui très rapidement, et notamment Zakaria Naïdji, qui est un attaquant algérien arrivé rapidement, plutôt tardivement au début de l'automne, en provenance de la D1 algérienne, du club de Paradou. Petite parenthèse, vous avez un article dans l'équipe magazine au mois de novembre, semble-t-il, au mois de décembre, sur Zakaria Naïdji, l'académie de Paradou, une académie qui forme les jeunes pieds nus et qui qui développe beaucoup la technique. Une académie d'où vient Farid El Melali, qui est signé en prêt à Pau la semaine dernière, et qui sera normalement dans le groupe samedi soir contre Toulouse. Et donc, je referme la parenthèse, la relation entre Samuel Essendé, ce rôle de pivot, d'attaquant pivot, les joueurs autour de lui, donc Zakaria Naïdji et Victor Lobry, meneur de jeu un peu en dessous, cette relation était très performante, et je pense que Didier Tolo, s'il reste dans ce schéma de jeu, il aura comblé une des petites failles du début de saison. Mais voilà, les failles, elles sont quand même minimes, parce que pour ce qui est le Pau FC, le budget et donc les joueurs que vous pouvez recruter avec ce budget-là, et ce qu'a produit le Pau FC depuis le début de saison, très franchement, il n'y a pas réellement beaucoup de points faibles. Oui, voilà. Le classement, oui, c'est logique. Voilà, le classement est plutôt logique. Par contre, si vous n'y mettez pas les ingrédients, et bien, dans l'engagement notamment, ça donne, et au niveau de la fraîcheur, ça donne ce que vous avez comme lors du dernier match à l'extérieur, c'était à Niort, où il y avait 0-0 à la mi-temps, mais ils ont perdu 3-0 à la fin. Et ça a été un naufrage en seconde mi-temps à Niort. Et ça, Didier Tolo, je pense qu'il va leur rappeler, parce que le dernier déplacement, en tout cas après le match contre Niort, il était vraiment pas content. Dans l'engagement, il l'a dit, dans l'engagement, je suis pas content des joueurs. Et je pense qu'il va leur rappeler. Allez, pour terminer cet entretien, on a l'habitude de faire le tour des pronostics pour ce match prêté au jeu. Est-ce que tu as un pronostic pour ce match ? Alors là, les gars, généralement, quand je dis quelque chose en pronostic, il se passe l'inverse. Donc, je vais dire victoire Toulouse. Non, en pronostic, alors, est-ce que vous, qui avez bien en tête les Toulousains, il y a beaucoup d'absents, je sais que Issé Gassila est à la CAD, il a marqué du bien cœur avec la Guinée. C'est le seul notable au final. C'est le seul, ouais. Donc, vous avez plutôt un groupe au complet. Plutôt. Oui. Tu connais Van Den Boomen et Rissilé pour moi, alors, même au-delà de Rissilé, pour moi, Van Den Boomen, c'est le joueur, c'est le facteur X du côté de Toulouse. C'est mon joueur préféré. Il m'avait vraiment beaucoup marqué. Au match aller. C'est l'homme à tout faire, vraiment. Je pense que si on arrive à contrôler Van Den Boomen et un peu Rissilé, on aura un peu contrôlé la connexion, la grosse connexion de cette équipe de Toulouse. Allez, en pronostic, je vais vous donner un partout. Elliot, qu'est-ce que tu nous donnes ? 2-1 pour Toulouse. Les buteurs ? Il est un coup franc de Van Den Boomen. Ok. Oxens ? 2-1 aussi, Van Den Boomen et Ratao. Nathan ? 2-1. Je pars sur le 2-1, je suis pas original, mais ça va être très serré, donc je vais dire Ratao. Et
Van den Boven. Alors, parmi les absents, on a Mehdi qui dit 2-1 avec Ilé, Jean-Ro et Camille, 1-1, but de Ado. J'ai peut-être un buteur à vous donner. Allez. Un petit but du côté de Toulouse, Onayou, non? Oui. Onayou d'un côté, pour notamment la vitesse, je pense qu'il peut poser des problèmes, plus que dans le physique avec Rissilé, même si Rissilé est énorme. Et après, du côté palois, je donnerais peut-être un Zakaria Naïdji. Eh bien, écoutez, si vous avez des pronos à faire, n'hésitez pas. On a un conseil pari gratuit d'un spécialiste du Pau FC. Bon, si jamais on se plante, tu nous rembourses ou pas? Les gars, si j'étais bon en Paris, je ne serais pas journaliste, je serais millionnaire, donc voilà, vous avez la réponse. Voilà, ok. Bah, écoute, merci beaucoup Guillaume d'être passé nous présenter le Pau FC. Si jamais tu es dispo, on peut faire le débrief du match mardi prochain à la même heure. Bah écoutez, on se tient au courant, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Continuez dans ce que vous faites. Les médias qui suivent les clubs sont toujours les bienvenus, que ce soit des radios, notamment de la taille de Radio France, ou des radios associatives qui sont aussi le cœur de la radio. Vous faites de la vraie radio, les gars. Donc les radios associatives, voilà, moi j'y suis passé, je sais très bien ce que c'est. Et, bravo pour ce que vous faites et continuez comme ça. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, écoute, bon match à toi, on pourra te suivre si jamais tu veux le tenter, une expérience originale, de suivre le match sur France Bleu Berne Bigorre, du coup avec Guillaume au commentaire. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Messieurs, bonne soirée à vous. Bon match, ciao. 10 mannequins toulousains sur la pelouse. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Ouais, recoiffe-toi Elliot, on est en direct. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, mais qui est la personne inculte, c'est lui. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ça va, David Guetta, ça va? David Guetto, plutôt. Quelle émotion. On va commencer avec le premier débat, c'est celui d'Auxence. Quel match sera le tournant de la saison où se jouera la montée? Exactement, puisqu'après le report de TFC Nancy, on attaque ce week-end la phase retour de cette saison 2021-2022 de Ligue 2. Mais alors, quels seront les matchs importants de cette fin de saison? Petit indice, le point positif, c'est que les matchs importants, ils ne sont pas pour tout de suite. Parce que la période un peu craignos, on va dire, ça va être entre le mois de mars et avril. Les 4 principales rencontres à surveiller, du coup, on aura... Ce sera surtout fin de saison. 30e journée, AJA TFC le 19 mars. Ça sera le premier match contre un membre du top 5. J31 TFC contre Paris FC. Ça sera le 2 avril au Stadium. J34 Sochaux TFC le 19 avril au stade de Sochaux. Et J38 la dernière journée, Ajaccio contre le TFC le 14 mai en clôture de saison. J'ai choisi du coup le match de Sochaux qui me semble quand même le plus important parce que ça sera un déplacement et qu'il interviendra juste après une série très compliquée avec Auxerre, Paris FC, Guingamp et Quevilly-Rouen Métropole. Ce sera sûrement un mouvement charnière de la saison et un très bon indicateur du classement final. Il faudra être solide, même si j'avoue que je ne suis pas totalement insensible à un petit Ajaccio TFC bouillant pour aller chercher la montée. Et surtout les vacances, avoue, surtout les vacances. T'en fiches du match, tu veux faire un petit voyage là-bas tranquille. Vu mon année, les vacances, c'est pas pour tout de suite, donc franchement, pas grave. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le bac. Ça va. C'est important le bac. Réviser les enfants, sinon vous finirez comme nous ici, bénévoles. Ta question du coup, pour toi c'est ce match-là. Voilà, quel est le match qui vous inquiète le plus? Moi, ce qui m'inquiète, personnellement, je parle la parole en premier, c'est les premiers matchs en retour de trêve. C'est là où il va falloir laisser passer aucun point. On en parlait avec Pau, où on a un peu des appréhensions. C'est le genre de match qui nous a coûté la montée l'an dernier. On a vu un peu les prémices cette année avec Rodez, où on laisse passer des points. Malheureusement, là, à domicile, on aura le droit, on n'aura pas le droit à l'erreur. Ce sera du 100% à domicile, peut-être 1 ou 2 accros à l'extérieur, mais le genre de match contre Nancy, contre Pau, on sait qu'on est foncièrement au-dessus, on sait que ça va être difficile et qu'on a attendu. Mais pour moi, ça va être à ce moment-là qu'il va falloir mettre un coup de collier et pas lâcher les points. Et on pourra se donner un joker avec les déplacements à Guingamp, les déplacements à Sochaux, à Auxerre, où on fera peut-être pas le carton plein. Donc voilà. Pour moi, ça va être avant le mois de mars où il va falloir tout arracher, quoi. Pour rebondir sur ça, on a le match d'Auxerre qui sera juste avant une trêve, donc du coup le 19 mars. Et ensuite on enchaînera après le retour de trêve en accueillant le Paris FC. Je pense que ça va être
peut-être le moment le plus compliqué de la saison. Pour toi, Elliot, le moment le plus compliqué de la saison, quand tu vois le calendrier? Honnêtement, je pense que ça va être contre Ajaccio, à voir ce que ça donne. Mais si ça reste comme ça, on sait qu'Ajaccio, ils sont premiers, qui font une belle saison, parce qu'ils sont premiers. Mais je pense que, après Auxerre contre Paris FC aussi, ça peut être inquiétant, on va dire. Et il ne faut pas se louper. Après, pour moi, c'est clair que c'est le mois d'avril. Le mois d'avril est démentiel. 6 matchs dans le mois. Si on est encore en coupe, peut-être... ça fait 7 matchs facilement. Je ne sais pas quand est-ce que la finale de la Coupe de France, c'est que c'est en décalé, mais c'est normal. Ça doit être après la saison. Après les phases finales, je veux dire les demi-finales et tout, le calendrier, je ne l'ai pas en tête. Avril, début mai, je crois. Donc ça fait un calendrier hallucinant. Un match tous les 5 jours, 7 jours en moyenne, enfin 5 jours plutôt, c'est que 6 matchs calés. Je pense que si on gagne à Sochaux, on peut avoir une fin de saison beaucoup plus détendue. Il faut voir où on en sera, mais je pense pour moi, le mois d'avril va être charnière, puis le déplacement à Sochaux, surtout. Ouais. On peut mettre une réaction peut-être ou on passe au débat suivant, comme vous voulez. J'avais pas vu justement le calendrier d'avril, mais c'est vrai qu'en plus, en plus des matchs couperés entre Sochaux, Paris, il y a quand même des déplacements difficiles à Guingamp et Rodez aussi. Donc c'est vrai que ça va être assez difficile. Et pour compléter du coup avec ce qu'on disait tout à l'heure, dans le meilleur des cas, si on est en finale de la Coupe de France, ça sera le 8 mai. T'es bien confiant, toi? Ouais, faut rêver. Ça fait quand même une saison chargée. On va passer au débat suivant, le débat d'Elliot. Fleming peut-il vraiment bousculer la hiérarchie au TFC? Alors, pour commencer, on va faire une rapide présentation du personnage. Parle dans le micro. Ah ouais, pardon, là c'est peut-être mieux. Ils sont où tes parents? Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Et de son passé, donc que ce soit club ou vie privée. On va voir aussi ce qu'il pourra apporter au TFC. Donc concernant son transfert, Junior Flemings a été recruté pour un montant de 455 000 €, hors bonus. Donc il signe un contrat de 2 ans et demi, donc jusqu'en 2024. Et sauf erreur de ma part, le montant de son salaire n'a pas été dévoilé. Ouais. On regardera sur site-livre.com. L'international jamaïcain, qui fait 1m83 et 77 kg, vient en provenance des deux américaines et plus précisément du Légion FC. Donc il est régulier dans ses statistiques, puisqu'à chaque saison, il a marqué au moins 6 buts. Donc en 2016, il en a marqué 7, en 2017, 9, 2018, 6, 2019, 15, la saison où il a le plus marqué. En 2020, il en a marqué 14, et enfin en 2021, il a marqué 6 buts. Donc au niveau international, il a été sélectionné à 24 reprises et comptabilise 2 buts. Donc un pendant la CONCACAF Nations League B et un pendant la Gold Cup en 2019. Donc, dans une interview accordée à la Dépêche du Midi, son ancien coéquipier Thomas Vakayenzili loue les qualités sportives et humaines de l'ailier jamaïcain. Donc, selon lui, je cite, Junior est un joueur très explosif, rapide, bon en 1 contre 1 et qui a beaucoup de confiance en lui. C'est un joueur de balle qui fait des appels et qui provoque. Il a également la capacité de marquer des buts, ce qui est intéressant pour un ailier. C'est assez positif ce qu'il nous dit notre ami Thomas. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il peut bousculer la hiérarchie, qu'il a plutôt de la rotation? Je veux dire, Montagnier a parlé de moyen terme, donc pas forcément pour tout de suite, mais est-ce que vous y croyez? Moi, j'avoue que la principale question, ça va être pour savoir s'il va arriver à s'adapter à la différence de niveau qu'il y a entre la Ligue 2 américaine et la Ligue 2 française. Parce que j'avoue que j'ai jamais vu un match de Ligue 2 américaine, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un sacré fossé. Quelle indignité. Non, mais après... ça a été dit, c'était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 américaine. Il n'avait pas sa place dans ce championnat. Donc, je pense qu'avec un bon entraînement, il peut peut-être essayer de gratter une petite place dans la hiérarchie pour pourquoi pas être après convoqué en Coupe de France. Ouais, pareil, pourquoi pas une rotation en fin de saison. Puis sur les profils offensifs, on a rarement été déçus aussi des trouvailles entre Ratao qui avait fait 25 clubs, qu'on a été chercher, je ne sais plus où d'ailleurs. Enfin, voilà, Rissilé en 3e division anglaise. Bon, certes, le niveau est quand même différent entre la D2, 3e division anglaise et la D2 américaine, mais voilà, on a quand même eu des belles trouvailles. Donc, au final, on les oublie pas. Mais non, il y en a eu des belles trouvailles et je pense que pourquoi pas, c'est toujours bien d'avoir un profil aussi. Si on pouvait forcer la vitesse aussi, pourquoi pas avoir dans les fins de match un peu compliqué un apport de vitesse et qui puisse un peu bousculer des équipes. Voilà, en plus il aura un profil que peu de joueurs connaîtront en Ligue 2, donc pourquoi pas voir comment il s'acclimate. Mais c'est toujours un joueur à prendre, en plus pas très cher. Donc,
Elliot. C'est pas que du bon. J'avais une question, donc ça c'est un peu plus sur le côté collectif. Donc vous êtes sûrement au courant, mais le 30 septembre 2020, Junior Flemings a proféré des insultes homophobes envers Colin Martin, donc un joueur du Racing de Phoenix. Il a dit Batty Boy, donc c'est une expression qui est utilisée en jamaïcain patois pour désigner une personne homosexuelle ou un homme relativement efféminé. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le collectif, ses relations humaines avec ses coéquipiers, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un sujet qui est relativement délicat. Surtout que c'est comme aussi un cheval de bataille de Comolli, du TFC, de l'exemplarité des joueurs, de ne pas faire de vagues et d'être vraiment recruter des gens sur un profil et pas forcément aussi sur un esprit d'équipe et pas forcément sur le talent ou pas que sur le talent. Donc logiquement, c'est que c'est derrière lui, que c'est une connerie de jeunesse et qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, parce que sinon je pense pas qu'il aurait passé le cap de la data. C'est pour ça, je pense que pour être complètement complet sur le passif du joueur, il fallait en parler. Mais vu qu'on en a déjà parlé à chaque présentation qu'on fait de lui, je pense qu'il faut aussi un peu outrepasser. Je pense qu'il faut aussi un peu, pas oublier, mais passer à autre chose un peu. Je pense qu'il est conscient de son erreur. Hein. Si je ne me trompe pas, il a passé un sale quart d'heure sur les réseaux sociaux après ça. Donc je pense qu'il faut le lâcher un peu avec ça. Je pense qu'il s'est bien rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Il doit le regretter. Il a mûri depuis. Et si, comme tu l'as dit, Vincent, si l'équipe de Damien Comolli l'a déniché et a décidé de le prendre, je ne pense pas que ce soit pour mettre une mauvaise ambiance ou un élément perturbateur dans le vestiaire. Une réaction en plus ? Ah non. Voilà, on va pouvoir passer au tout dernier débat, ouais. Le meilleur pour la fin. Je pense qu'Amaury est en train de faire chauffer ses doigts sur le clavier. Le débat de Nathan, l'absence longue durée d'Isiaga Silla à la Coupe d'Afrique des Nations peut-il impacter les résultats du TFC ? Fais-toi plaisir, garçon. Donc j'ai fait un petit argumentaire. Ou la disserte. Et un petit hommage. Musique de poésie. Silla, c'est le vieux meuble qu'on veut vendre à chaque vide-grenier, mais qui nous sert toujours. Qui est toujours là pour dépanner, qui est surtout très utile. Bon voilà, petite comparaison. Alors certes, il ne nous fera pas oublier Machado. Certes, pour de la Ligue 1, c'est quand même un peu fébrile. Mais cette année, trêve de plaisanterie, il a quand même fait une demi-saison globalement correcte. Il fait partie pour moi d'un des meilleurs effectifs, mine de rien. Il a toujours été présent quand on a fait appel à lui. Offensivement, il y a du progrès, même si dans l'apport offensif, c'est pas ce qu'on attend comme on avait Machado l'an dernier. On est quand même un peu sur notre fin par rapport à ça. Mais défensivement, ça tient la route. Et quand on voit surtout la concurrence avec Moussa Diarra qui est derrière et qui n'a jamais pu profiter de l'opportunité de prendre son poste et de montrer ses réelles qualités, ça fait que son absence va coûter, étant donné qu'on a un calendrier en plus assez compliqué, à dire avec des déplacements pas forcément faciles, à Bastia notamment. On va quand même jouer Dijon qui a été sur du mieux en fin de saison, en fin de phase aller. Ouais. Donc personnellement, voilà, je trouve qu'il avait ce côté-là où il était quand même rassurant. Beaucoup, on s'est beaucoup moqué de lui, mais voilà, je trouve qu'il est quand même il a quand même été au niveau. Et moi, la question que je me posais et que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que son absence, elle va impacter l'axe défensif ? Et surtout, est-ce que voilà, ça va en pâtir sur les résultats ? Maurice est déconnecté pour information. Oxens, je te vois, tu voulais réagir. Ouais, on a vu déjà rien qu'au premier match de Coupe de France que voilà, Moussa Diarra, c'est pas son poste. Il l'a dit, on l'a vu, c'est vrai que c'est quand même assez limite. Et on voit bien que le seul secteur où le recrutement est actif, c'est pour le piston gauche. Donc je pense que... Essaie d'enchaîner pendant que Elliot retourne la technique en se cassant la gueule. Là, ça y est, il a la même technique que casque à la tête. Hein. Ouais, j'avoue que c'est compliqué d'enchaîner là. mais c'est une lampe pour Silla, continue. Mais voilà, oui, donc du coup c'est le seul secteur en fait où le recrutement doit trouver quelqu'un. Donc pour répondre à ta question, je pense que oui, parce qu'on a vu qu'à terme Moussa Diarra ça risque d'être un peu léger. Ouais, un peu léger. Il faut trouver un vrai piston gauche assez rapidement. Ouais. Mais est-ce que c'est la priorité du mercato ? Moi, je pense que ce sera pour une montée en Ligue 1 l'an prochain, les profils que tu peux attirer, parce que
Voilà, je pense que pour un mois, ça peut dépanner Diarra, mais ouais, c'est vrai que je pense que ça peut quand même impacter. Après, juste, excusez-moi pour terminer, on peut aussi faire un prêt ferme sans forcément option d'achat et tout, un prêt, pas forcément acheter un joueur. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec Nathan. Je pense qu'il va avoir un impact sur le club parce qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas commencé ce départ-là, pourtant on savait depuis un petit moment. Après, c'est le marché aussi, il faut trouver un joueur de ce profil-là, de ce poste-là. Donc je pense qu'il y aura un manque, peut-être qu'on aura une réorganisation ou du dépannage, mais oui, il y aura un manque. Sur un mois entier, c'est vrai que c'est d'être privé de lui. Enfin, sur un ou deux matchs, on avait été privé, mais ce que ça donne sur de la durée, quoi. Est-ce qu'on se tenterait un petit quiz? Allez, vite fait, ouais. Allez, jingle. Quiz spécial ici à Gassila. Allez, c'est parti. Je suis ni gauche ni droitier, je rate des deux pieds, je suis... Ousmane Ah oui. Dembélé. Bien, c'était Siagassi-là, mais c'est pas grave, un point quand même pour Amaury. Alors non, ça va pas être un squeeze spécial Un squeeze. Gassila, mais Pau FC. Ah. On va voir si vous connaissez bien nos chers voisins. Alors déjà, tout simple. C'est sur TF1. Et là, tu participes aussi, vous êtes 3. Merci. Quelle est la date de création du Pau FC? 1950. Non. Moins, plus? Plus. 70. Moins. 60. 65. 59. Ouais, 59, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des origines qui remontent dès les années 1920, mais la vraie date de formation du Pau FC tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est précisément le 19 mai 1959. J'étais pas né. Ah bon? Enchaîne. On enchaîne. Deuxième question, quelle est la devise du Pau FC? Indice, elle est inscrite sur le blason. Toujours plus haut, toujours plus loin. Non, Fort Boyard. Non, si vous connaissez pas, je pense que ça va être compliqué. C'est un indice? C'est en Béarnais? C'est Jean Lassalle. 3 mots. Non, il n'y a pas d'occitan ou de béarnais, c'est 3 mots. Vas-y, j'ai pas, ça va être trop compliqué ça. Et là, tu veux essayer? Allez, les bleus. Ouais, bien sûr. Allez. Vaincre ou sourire? Waouh, vaincre ou sourire? Ou souffrir? Sourire. C'est mignon? C'est mignon. Non, mais je sais pas, c'est original en tout cas. Ouais. Je sais pas ce qu'il est en train de se marrer, mais c'est vrai, c'est mignon, je sais pas quoi dire, c'est atypique. C'est bien atypique? C'est atypique. C'est mignonné. On enchaîne. Troisième question. À vol d'oiseau, alors là, ça va être chacun son tour. Quelle distance sépare le stadium de Toulouse du Noustecamp? 170. Attends. 153. Elliot. 218,7. De quoi? 218. Oui, bah oui. 145 km, victoire de Nathan. C'est ça. Et à Roux? À Roux? À 2 roues. Ça donne. Roux, c'est un peu plus long, c'est 28 heures de trajet. Avec péage ou sans péage? Ah non, sans péage. T'as la vignette par critère combien, par toi, la du coup départementale. Les vrais savent. Allez, enchaîne. On est quand même à la bourre en plus. Allez, je vais terminer avec une quatrième question, mort subite encore, puisque le 22 décembre 2020 avait lieu la première rencontre officielle en championnat entre le Pau FC et le TFC. C'était au stade du Hameau de la section paloise, même pas au Noustecamp. Et là, je vais ajouter une petite difficulté parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Je veux seulement les 11 titulaires toulousains. Qui commence? Dupé. Faut toujours s'imposer dans ce cas-là. Ça marche, Dupé. Amiens. Amiens, c'est bon. J'ai eu peur. C'était quelle année? 2020. 2001. Il est? C'est bon, il avait marqué. Van den Boomen. C'est bon aussi. Bibiche. C'est bon aussi. Spearings. C'est bon aussi. Allez, il reste 4 défenseurs. Et Gabrielsen. Et non, Gabrielsen, il n'était pas encore. Nathan. J'ai le buteur qui rentre, mais je crois qu'il était remplaçant. Connais. Ouais, il était remplaçant. Allez, Elliot, tu as peut-être l'occasion de gagner ton quiz. Morera. Eh ben, tu sais quoi, t'as gagné. Je suis resté avec je voulais dire en plus. Et félicitations, quiz de fin. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Oui, je termine vite, il manquait du coup 4 joueurs. Adli, Sana, Rouault, Machado. Machado, ouais. Bon bref, je préfère l'oublier parce qu'il fait beaucoup de peine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. Un gros bisou à tous les absents, à Yves, aux copains de la Diste que vous pouvez suivre sur les réseaux également. Cette émission est à retrouver en replay sur YouTube, la feuille de match, aussi sur Spotify, sur Anchor, sur Google Podcast, etc. Les réseaux, Facebook, la feuille de match, Twitter, F2M Foot, Instagram, la feuille de match, tout attaché. Le site aussi, www.lafeuilledematch.com. N'hésitez pas à aller voir les petits événements, les articles et pas mal et toutes les émissions à retrouver. Merci Elliot à la technique, un grand merci aussi Oxens et à Nathan pour l'émission. Bonne soirée à tous, bon match samedi et la semaine prochaine. Ciao. Ciao.